C'est au pied levé que David Flachet, professeur d'économie à l'Université technologique de Compiègne, a accepté d'intervenir et de remplacer Hugo. Alors, ils sont co-auteurs de très nombreux papiers sur le thème qui nous intéresse, donc tout va bien. Mais encore une fois, merci à David Flachet d'avoir accepté d'intervenir comme ça au dernier moment. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. On m'entend là ou pas? Ça marche? Non? Si on m'entend, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais essayer de remplacer avec le plus d'élégance possible et de jouer la doublure de Hugo Harry-Kermadec avec le plus d'élégance possible, même si j'ai raté 2 fois le concours polytechnique, mais c'est peut-être finalement, une chance. En expliquant l'autre, oui, c'est ça, c'est peut-être une chance à la fin. Donc, alors il se trouve qu'il m'a donné donc avant-hier le thème, on ne va pas totalement étonné, le financement de l'enseignement supérieur, outil de sélection ou d'émancipation. Moi, j'aurais peut-être pris le marché comme outil de sélection ou d'émancipation, et donc poser peut-être la question en ces termes, faut-il promouvoir un enseignement supérieur gratuit ou marchand? C'est-à-dire, au fond, autour de cette question-là, qui soulève des enjeux théoriques et évidemment une brûlante question d'actualité, la question du financement évidemment de l'enseignement supérieur en partie par des mécanismes marchands, mais aussi le rôle du marché en lien avec les attentes du marché du travail, de l'éducation en lien avec les attentes du marché du travail. Et donc au fond l'éducation pensée comme outil de valorisation du capital humain, de création puis de valorisation du capital humain, ou bien comme outil d'émancipation. Alors, cette question de la place du marché dans l'enseignement supérieur et dans son financement s'inscrit dans un contexte avec 3 grandes tendances un peu longues qu'on peut mentionner. Une première tendance qui est celle de la massification de l'enseignement supérieur avec un accroissement quantitatif de la population étudiante depuis les années 60 extrêmement importante, qu'on peut voir sur ce schéma-là. Une deuxième tendance qui est aussi assez importante, qui est celle de la globalisation. On a un nombre croissant d'étudiants en mobilité et donc aussi une logique de mobilité accrue du capital humain, puisque c'est une des explications de cette mobilité. Et donc là, on pourrait reprendre des chiffres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour rappeler quelques tendances. Et qui conduit au fond au développement, à cette massification dans un contexte économique qui a beaucoup changé depuis les années 60 et de globalisation, qui conduit à une logique de concurrence. Donc on voit se développer un certain nombre de logiques de concurrence, qui sont des logiques qui consistent à la fois à penser l'éducation comme un service qui est un service marchand, et comme l'éducation comme un élément d'insertion dans le marché, dans l'économie de la connaissance. Alors ça c'est fait, cette logique, le développement de cette logique marchande à travers un processus long, progressif. Le processus de Bologne est un exemple assez intéressant, puisque à travers l'uniformisation, l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur, et en particulier la mise en place de ces crédits ECTS, va permettre, à la fois, c'est le volet sympathique de l'affaire, de pouvoir se déplacer facilement et d'acquérir des crédits dans différents pays, mais ça va pouvoir aussi, et ça va être aussi à l'origine de la mise en place d'un marché de l'enseignement supérieur. De la même manière, on voit se développer une autonomisation des établissements avec une montée en puissance du nouveau management public et des politiques industrielles dans l'enseignement supérieur qui sont à la fois horizontales et verticales. Verticales parce qu'elles vont se concentrer sur des secteurs d'activité en particulier, et horizontales parce que la logique de mise en place de ces politiques, c'est une logique purement concurrentielle avec les fameux appels à ANR, le programme d'investissement d'avenir, etc. Alors, ce que je voudrais aborder dans le cadre de cet exposé, c'est d'abord rappeler qu'il existe encore aujourd'hui une certaine diversité des modèles d'enseignement supérieur dans le monde. Ensuite, parler du fait que la marchandisation se développe aujourd'hui en France assez rapidement. Faire une critique de cette marchandisation et enfin proposer une perspective
pour un enseignement supérieur, gratuit et émancipateur. Et je reprends donc là, en dehors du fait que je vais rajouter tout ce qui s'est passé récemment avec le plan Bienvenue en France, on reprend un certain nombre des éléments qui ont été publiés dans ce livre « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur » du collectif ACID, approche critique et interdisciplinaire des dynamiques de l'enseignement supérieur. Alors commençons d'abord en 2 slides simplement, à rappeler qu'il existe différents modèles d'enseignement supérieur dans le monde. Alors, on a essayé de faire une classification évidemment forcément critiquable. C'est Léonard Moulin qui a fait ce travail-là. Et il a classé les systèmes d'enseignement supérieur en trois grandes catégories. Une catégorie qu'il a appelée la catégorie social-démocrate, une catégorie libérale et une catégorie des systèmes d'enseignement conservateurs. Alors, je vais passer sur les systèmes de protection sociale avec lesquels on peut faire un parallèle, mais au fond, les systèmes sociodémocrates, donc qui sont plutôt les systèmes des pays nordiques, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, sont des systèmes dans lesquels l'investissement dans l'éducation est d'abord un investissement social, au moyen d'investissements publics relativement importants, d'investissements privés, en tout cas à titre individuel des familles relativement faibles. Il n'y a en général pas de frais d'inscription et des bourses qui peuvent être relativement importantes. J'y reviendrai. On a à côté de ça des systèmes plutôt à l'anglo-saxonne, Australie, Canada, Chili, États-Unis, Japon, etc., qui vont avoir qui sont des systèmes dans lesquels, au contraire, l'investissement dans l'éducation est d'abord considéré comme un investissement individuel. Chaque individu investit dans son capital humain qu'il conviendra de rentabiliser dans un deuxième temps. Évidemment, cette logique-là veut que l'étudiant paye son éducation, en tout cas paye une partie significative de son éducation, et ça conduit à des taux d'endettement relativement élevés, parfois même très élevés, et des systèmes d'accompagnement qui peuvent être des bourses, mais en fait relativement peu des bourses, et surtout des prêts, à remboursement contingent dans un certain nombre de pays pour favoriser cet endettement et rendre cet endettement plus facile. J'y reviendrai là aussi rapidement un peu plus tard. Et donc on a des modèles aussi qui sont des modèles, on va dire, intermédiaires entre ces deux modèles, social-démocrate et libéral, modèles qu'on a appelés conservateurs, comme celui de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie, dans lequel les frais d'inscription vont être relativement faibles, et les bourses, elles aussi, relativement faibles. Et ce qu'on constate, et c'est assez intéressant, c'est que les taux d'accès à l'enseignement supérieur dans le système social-démocrate comme dans le système libéral sont relativement élevés, même assez élevé, on peut dire, alors que dans le système conservateur, le taux d'accès comme de réussite est plutôt faible. Donc ça peut quand même interroger. Au fond, on a un système d'investissement social dans l'éducation, un système d'investissement individuel dans l'éducation, si on fait ça à grands traits, qui donne des résultats qui semblent bons si on regarde simplement le taux d'accès, mais qui en réalité, si on va creuser un peu plus loin, va aboutir évidemment à des parcours qui sont très différents, à des choix de scolarité qui vont être très différents dans un cas ou dans l'autre. Et lorsqu'on s'intéresse aux pays qui sont dans ce un peu intermédiaire, c'est ces pays de modèles conservateurs, on voit qu'ils ont tendance à évoluer, et en général évoluer plutôt vers le modèle libéral que vers le modèle social-démocrate, qui est de plus en plus déstabilisé. Alors pour donner quelques chiffres, au Royaume-Uni, vous le savez, les frais en licence, en bachelor, sont relativement élevés, avec un plafond maintenant d'un peu plus de 9000 livres par an, qui est presque toujours le plafond qui est choisi par les universités en Angleterre, parce que la logique veut que si ces universités décidaient de mettre des frais d'inscription plus faibles, elles seraient considérées comme moins bonnes. À partir du moment où on rentre dans une logique où le prix de l'éducation est un signal de qualité, toutes les universités préfèrent coller au plafond. C'est des systèmes qui conduisent à une dette très élevée, 44 000 livres en moyenne par étudiant à la fin des études, et à des bourses qui sont quasi inexistantes. En fait, elles ont été mises en place
Au début, lorsque les frais d'inscription augmentaient en Angleterre, des bourses ont été mises en place comme argument de voilà, les étudiants méritants, mais de classe sociale défavorisée pourront avoir accès à ces bourses. Et en fait, ces bourses ont été carrément, les fameuses maintenance grants, ont été supprimées au 1er janvier 2016. Donc on est bien dans une logique où l'éducation va être un investissement, on va emprunter de l'argent à la banque et on va pouvoir, avec cet argent-là, investir dans la constitution de son propre capital humain. Inversement, le Danemark est un système où les études sont gratuites, où les prêts peuvent être accordés à titre complémentaire, mais chaque étudiant reçoit une bourse qui va de 400 à 800 euros par mois, et tous les étudiants reçoivent cette bourse, cette allocation d'autonomie de 400 à 800 euros par mois. Et je ne vais pas vous décrire le cas français. Hein. On a des frais d'inscription relativement faibles à l'université, mais qui sont en train petit à petit de croître et qui ont cru déjà pas mal dans un certain nombre d'institutions de l'enseignement supérieur, avec des bourses qui sont relativement faibles et des exonérations fiscales pour les foyers les plus aisés qui sont relativement importantes. Alors, tout ça m'amène à dire quelques mots de la logique de marchandisation qui se met en place, qui est bel et bien en marche en France. Et donc, finalement, je suis en train de décrire une France qui bascule de son modèle conservateur, qui était moyennement satisfaisant, et on peut le dire, mais vers un modèle libéral qui ne le sera pas forcément davantage. Alors, le plan de Bienvenue en France, vous en avez tous entendu parler. Le 19 novembre 2018, le gouvernement a annoncé cette augmentation des frais d'inscription à 2 770 euros en licence, 3 770 euros en master pour les étudiants extracommunautaires. Évidemment compensé par des bourses beaucoup plus nombreuses, 21 000 bourses au mérite qui sont promises pour 500 000 étudiants concernés, donc en termes de compensation, ça s'arrête là, avec un objectif qui est celui de mieux accueillir les étudiants dans l'enseignement supérieur, ces étudiants venant des pays non européens. Alors on le verra, cet argument qui veut qu'il n'y a pas assez de finances publiques pour financer l'accueil et qu'en demandant un peu d'argent, voire beaucoup d'argent aux étudiants, on pourra mieux les accueillir. Je vais essayer de battre un peu plus tard cet argument en brèche. Voilà. Alors, au 24 février 2019, il y a eu quand même une petite concession, mais on pouvait se douter que cette concession arriverait, qui est celle de maintenir le niveau des frais d'inscription pour les doctorats inchangé. A priori, la plupart des pays, tous les pays du monde ont gardé quand même, parce que ce sont des acteurs de la recherche, gardé des frais d'inscription bas. Et malgré une opposition institutionnelle relativement forte, si vous regardez le vote du CNESER, il y a eu un vote contre de quasiment tout le CNESER, et énormément d'acteurs, de dirigeants de l'enseignement supérieur se sont opposés à cette mesure, de manière d'ailleurs assez inattendue pour moi, parce que en coulisses, on avait un certain nombre d'acteurs qui semblaient être plus favorables qu'ils ne l'ont exprimé, probablement parce que leur base n'était vraiment pas d'accord avec cette politique-là. En tout cas, il y a une opposition importante à ces frais d'inscription, mais le décret a finalement été publié le dimanche de Pâques, 21 avril, voilà, donc en catimini, alors que évidemment tout un tas d'autres éléments occupaient l'actualité. Alors, pour essayer d'atténuer la mesure, en tout cas de prétendre atténuer la mesure, il y a non seulement ce tout petit quota de bourse par rapport à la population visée, mais également la capacité d'exonérer 10% des étudiants. Simplement, cette exonération de 10% des étudiants auxquels l'université a droit hors boursier est un leurre. Si on regarde le taux d'étudiants concernés à Paris-Saclay, ça c'est Hugo qui m'a donné les chiffres, mais je le crois, 30% d'étudiants dans les diplômes de la Commue, 8% à Paris-Sud. Et donc on est dans une logique où même ces modalités d'accompagnement ne permettront pas de remettre en cause le fond de la mesure. Et Hugo avait également fait un tableau intéressant en se disant, voilà, les universités peuvent décider cette année d'exonérer l'ensemble des étudiants étrangers qui arrivent à l'université, mais évidemment, par accumulation d'année en année de ces exonérations, on arrivera très très vite au-delà des 10% d'étudiants à exonérer, ce qui rendra la chose impossible. Aucune université ne serait en mesure d'exonérer l'ensemble des étudiants sur l'ensemble de la période.
Alors ça a des conséquences non négligeables. Si on prend les chiffres de mars 2019, il y avait beaucoup moins de candidatures sur Parcoursup provenant des pays extra-européens. Et parfois beaucoup moins dans certains établissements. Et quand on regarde de près, j'avais regardé un petit peu, c'est assez étonnant. C'est des écoles d'ingénieurs qui ont les taux de réduction de candidatures extra-européennes les plus importants. Je crois que c'est à Centrale, moins 58%. Enfin, donc il y a un vrai effet de ces frais d'inscription sur les candidatures d'étudiants extracommunautaires. En Suède, par comparaison, une réforme similaire a été mise en place uniquement donc pour les étudiants extra-européens et on a constaté l'année de mise en place 80% de candidatures en moins et donc 8 ans après cette réforme, on n'est pas arrivé à compenser la baisse en question. Les chiffres sont un peu remontés, mais on est loin d'avoir de nouveau le même nombre d'étudiants extracommunautaires qu'avant 2011. Alors, la logique de marchandisation est bel et bien en marche en France. Alors, on a un supérieur payant qui est en pleine croissance avec 500 000 étudiants qui payent assez cher leurs études. Selon les Cours des comptes, la population étudiante se décompose en trois. 40% de boursiers sur critères sociaux, 40% d'inscrits ou d'inscrites au tarif national et 20% d'étudiants qui vont payer très cher, en milliers d'euros, leurs études. Dans les écoles privées, les effectifs ont doublé depuis 2000. Ils ont atteint 200 000 étudiants. Les frais moyens en école de commerce sont de 10 000 euros par an. Et on a une multiplication des frais d'inscription dans les écoles d'ingénieurs. Alors cette hausse s'est faite graduellement par type d'école et puis par toute une série d'expérimentations. Les expérimentations sont une manière de saucissonner la réforme, de saucissonner l'introduction des frais d'inscription pour que cette introduction soit moins douloureuse et surtout ne coalise pas l'ensemble des étudiants et ne les mette pas dans la rue. C'est très présent dans les discours politiques ou en tout cas même dans le discours off politique, puisque vous avez certainement entendu parler des Macron Leaks qui ont révélé un certain nombre d'échanges au sein de la campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, cette crainte de voir les étudiants dans la rue est une crainte bien réelle et donc c'est une des raisons pour laquelle on va saucissonner la réforme. Alors, une manière de saucissonner, mais depuis longtemps on saucissonne. Dauphine devient grand établissement en 2004, peut officialiser une sélection à l'entrée et met en place des frais d'inscription à 4 000 euros par an à partir de la promotion 2010-2011 dans un certain nombre de masters de l'établissement. Et on observe, en tout cas là, que Dauphine a effectivement bénéficié de moyens supplémentaires. J'en parlerai un tout petit peu après, mais évidemment Dauphine, dans un contexte où les dotations de l'État vont pas baisser et où les CSP+++ sont particulièrement présentes à Dauphine, peut effectivement lever un certain nombre de fonds pour l'université. On a fait un article avec Hugo Harry-Kermadec et Léonard Moulin, économétrique, pour montrer que l'introduction de ces frais d'inscription avait eu un effet de renforcement de la ségrégation sociale, mais qu'en revanche, ça n'avait pas amélioré les résultats des étudiants, le taux de réussite des étudiants, ce qui est pourtant en général annoncé comme une des vertus des frais d'inscription. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous mettez des frais d'inscription, mais en gros l'idée, c'est vous mettez en place des frais d'inscription, les étudiants vont faire un effort, surtout éviter de redoubler, donc réussiront mieux. C'est pas ce qu'on constate lorsqu'on étudie de manière un peu fine les choses. Et ensuite, ce qu'on observe à Dauphine, mais ce qu'on observera probablement dans l'ensemble du pays, c'est une extension de ces frais d'inscription, à la fois horizontale et verticale. Horizontale parce que ça va toucher des populations de plus en plus larges, et verticale parce qu'on va monter les frais d'inscription. Donc horizontale à Dauphine, ça touche pas tous les masters, mais presque tous les masters aujourd'hui. Et verticale, les frais sont passés de 4 000 à 6 000. Si on prend le cas de Sciences Po, on est passé de frais d'inscription de 500 euros en 2004 à 13 500 en 2018.
Donc là, la verticalité est assez claire. Et cette verticalité, cette horizontalité, on peut la mesurer aussi à travers l'analyse des écoles d'ingénieurs publics. 3 500 € à Centrale Supélec, Télécom Paris, 2 600 € pour les Européens, 4 600 pour les non-européens. Aux Ponts et Chaussées, entre 2 800 et 5 700 €. Et je ne parle pas ici du cas du fameux bachelor de Polytechnique. Là, on parlait de Polytechnique tout à l'heure, mais c'est quand même un truc complètement hallucinant, où vous avez un bachelor à 13 000 €, alors que Polytechnique a en plus bénéficié de fonds absolument démesurés du ministère de la Défense pour mettre en place ce bachelor. Donc on est dans des logiques de développement d'une concurrence sur lequel même les écoles d'ingénieurs publics, celles qui étaient le parangon de l'excellence à la française, des grands corps d'État, etc., se lancent dans la course aux marchés internationaux. Il faut dire que sur ce sujet, Polytechnique avait un tout petit peu de retard. Et donc, si on observe ce qui se dit dans les Macron Leaks, je ne vais pas vous lire tous les Macron Leaks, mais là, c'est Thierry Coulon, donc actuellement conseiller d'Emmanuel Macron, mail qui a été échangé en janvier 2017, donc pendant la campagne. Il dit « J'insiste sur une approche par expérimentation et incitation qui commence par les grands regroupements, les plus mûrs pour l'évolution. » Une loi globale cristalliserait les oppositions. Donc, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Ça, on l'avait écrit bien avant, mais c'est toujours bien d'avoir confirmation par les acteurs des politiques eux-mêmes. Voilà, donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Sur ces Macron Leaks, vous avez peut-être entendu parler d'une note de Robert Garibobo, que moi je vous encourage franchement à lire. Elle est maintenant disponible à peu près partout et je crois qu'il en a officiellement reconnu la paternité, qui est une note divisée en deux parties. Ce qu'il faut faire, et alors là il se lâche, je vous dis, il va pas avec le dos de la cuillère. Et puis une deuxième partie, c'est évidemment, si on dit ce qu'il faut faire et qu'on le dit publiquement, là on a une révolution. Donc voilà ce qu'il faut en revanche dire pour essayer de faire passer la pilule. Mais au fond, dans ce qu'il faut faire pour lui, c'est qu'il faut monter les frais d'inscription pour tout le monde à un niveau autour de 4 000 à 8 000 €, voire 20 000 € en grande école. Il faut, pour permettre cette hausse des frais d'inscription, commencer par le développement d'un système de crédit. Il va même plus loin, il dit « simplifions-nous la tâche, faisons des accords avec des grandes banques commerciales et faisons directement virer les fonds de la banque commerciale vers les universités sans même que ça ait à passer par le compte de l'étudiant. » Enfin, tout ça est bien pensé. Et il faut construire donc une communication ad hoc et parler simplement, on met en place des prêts pour favoriser l'autonomie et l'émancipation des étudiants. Donc voilà, en fait, les frais d'inscription avec des prêts, c'est une manière de favoriser l'autonomie des étudiants. Voilà un peu la logique qui est à l'œuvre et qui est évidemment, pour moi, est assez peu convaincante. Et pour nous, avec mes co-auteurs, est assez peu convaincante. Parce que c'est quoi, au fond, la logique qui anime les défenseurs des frais d'inscription? Il y a une première logique qui est soi-disant une logique de bon sens, qui est de dire avec les frais d'inscription, on va pouvoir mieux financer l'enseignement supérieur, mieux financer l'accueil des étudiants extra-européens parce qu'on va leur faire payer 3 000 et quelques euros. Et cet argument, il ne tient pas la route. Alors, il y a un événement qui était assez hallucinant il y a quelques mois, au moment où la ministre expliquait que cette logique-là, on met en place des frais d'inscription pour mieux accueillir les étudiants, et elle renvoyait une lettre à tous les présidents d'université pour leur expliquer et réexpliquer la même chose. Les services de la même ministre envoyaient une lettre aux directeurs généraux des services en expliquant que toute la hausse de la masse salariale liée au fameux glissement vieillesse-technicité pourrait être compensée par l'utilisation des rentrées d'argent supplémentaires liées aux étudiants extracommunautaires. Donc on voit bien qu'en fait, cette idée que la hausse des frais d'inscription, la hausse de la participation des familles et des étudiants au financement de l'enseignement supérieur se fait pas comme de manière additionnelle à un financement de l'État, mais se fait parallèlement à un désengagement systématiquement. On le constate à l'étranger, on le constatera en France, et cette note du ministère à l'intention des directeurs généraux de services le montre bien. On a une logique à chaque fois qu'il y a une hausse de frais d'inscription, de désengagement de l'État, des dotations publiques. S'ajoute à ça
Le coût du marketing, si vous prenez l'exemple américain, c'est assez passionnant. Il y a même un film, un documentaire qui est sorti qui s'appelle Ivory Tower, qui le montre extrêmement bien. Dès lors qu'on est dans une logique où il faut récupérer des étudiants qui sont capables de payer, finalement la seule source de financement, c'est de trouver des catégories qui sont capables de payer. À ce moment-là, il faut aussi faire des investissements qui vont les attirer, faire de leurs années à l'université une réelle expérience. Donc vous avez l'université du Missouri qui investit dans un énorme complexe, je crois 50 millions de dollars, pour créer une piscine à remous, etc., etc. Donc en matière aussi d'efficacité pédagogique, il y a quelques doutes qu'on peut avoir. Et puis j'étais pas là ce matin et je m'en excuse parce que j'étais pris. J'imagine que Pierre Courtiou a dû vous parler un tout petit peu des prêts à remboursement conditionnel. Mais ces prêts à remboursement conditionnel qui ont été mis en place en Angleterre donnent des résultats absolument calamiteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un taux de défaut sur ces prêts à remboursement conditionnel, donc garantis par l'État, qui est en train de monter vers les 40%. OK ? Et il faut voir que d'un côté, au moment où on augmente les frais d'inscription à 9 000 livres en Angleterre, on baisse de 80% la dotation publique sur la partie enseignement des universités en leur disant vous payez sur ces frais d'inscription et on garantira des prêts de manière à ce que les étudiants puissent effectivement aller à l'université. Les étudiants n'arrivent pas à rembourser une fois qu'ils sont sur le marché du travail. L'État doit payer, rembourser les banques. Et le coût pour l'État de la garantie de ces prêts est à peu près équivalente, ou en tout cas pas très loin, des économies que l'État a fait par ailleurs. Donc on aurait pu garder un système d'enseignement entièrement gratuit, sans prêt, sans endettement, etc., sans cette logique-là. C'est pas ce qu'on a fait. Alors soit on considère que les fonctionnaires anglais sont particulièrement peu compétents, soit on considère qu'il y a une logique politique derrière, et je vous donnerai mon avis dans quelques instants. Donc, premier argument qui est avancé, ce vecteur de financement. Bon, ça ne marche pas. Il se trouve que les financements, ça ne marche pas. Et ça marche d'autant moins que Sciences Po Dauphine, ça marche parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de baisse de dotation. De toute façon, Sciences Po et Dauphine accueillent énormément de gens de classe très favorisés, donc qui pourront payer, comme un certain nombre de grandes écoles. En revanche, moi qui venais, avant d'aller à l'Université de technologie de Compiègne, de l'Université Paris 13 qui se trouve à Villetaneuse, vous imaginez même pas ce qu'on pourra lever là-bas comme frais d'inscription. Donc ça, c'était sur la question du financement. Sur la question de l'équité, si on considère l'équité à la fois comme un mélange d'égalité des chances, c'est-à-dire d'accès à un minimum de ressources, d'équité contributive, c'est-à-dire de participation de tous, d'efforts similaires de tous au financement de l'enseignement supérieur, et de liberté positive, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle les individus de différents milieux sociaux pourraient aspirer au même diplôme, aspirer aux mêmes ambitions. Si on définit l'équité comme ça, dans quelle mesure les frais d'inscription seraient un vecteur d'équité? Alors, il y a un argument qui souvent est considéré comme l'argument de gauche en faveur des frais d'inscription, c'est de dire que finalement les classes sociales sont les classes sociales favorisées sont surreprésentées à l'université, encore plus dans les grandes écoles. Donc pourquoi est-ce que l'ensemble du pays paierait pour ces étudiants favorisés? Alors cet argument, à mon avis, ne tient pas. Il ne tient pas. D'abord parce qu'on ne tient pas compte du tout des rendements sociaux de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas que du capital humain qui va déboucher sur des résultats économiques tangibles en termes monétaires. Mais il faut aussi mesurer à quel point la mise en place de frais d'inscription va accroître ces inégalités. À partir du moment où vous mettez en place des frais d'inscription, ce que je viens de vous dire sur Villetaneuse par rapport à Sciences Po va s'accroître encore davantage. Si vous avez moins d'argent à Villetaneuse et plus d'argent à Sciences Po ou à Dauphine, vous n'allez pas du tout résoudre votre système d'équité. Ce n'est pas en ayant un système localisé de frais d'inscription sans aucune péréquation que ça pourrait marcher. Alors pour l'anecdote, j'avais rencontré un des actuels vice-présidents de Dauphine, il n'était pas vice-président à l'époque, qui était évidemment, on me disait complètement défavorable aux frais d'inscription, mais néanmoins, il faut bien s'y mettre. Mais il serait tout à fait pour, parce que je l'ai poussé un peu dans ses retranchements, qu'il y ait une péréquation entre les établissements. Alors je lui avais dit à l'époque qu'on pourrait organiser une réunion entre
à Troyes avec Laurent Batch, qui était à l'époque le président de Dauphine, pour en parler. Et malgré mes quelques relances, j'attends toujours que cette réunion s'organise. Alors, je pense que sur les questions d'équité, à part un impôt progressif national, on n'y arrivera évidemment pas. Je pourrais y revenir. Et puisque le thème de cette conférence-là, en tout cas de cette présentation, le titre qu'on m'avait donné, financement, outil de sélection ou d'émancipation, je voudrais arriver vers le troisième argument qui est avancé au sein de la littérature. Les frais d'inscription seraient un vecteur d'efficience. Pourquoi d'efficience? Pour 3 raisons. Première raison, si vous mettez en place des frais d'inscription, l'étudiant rationnel, bien informé, que tout bon économiste connaît très bien, cet étudiant rationnel va regarder ce que va lui rapporter les études tout au long de sa vie parce qu'il aura un salaire supérieur étant passé par l'enseignement supérieur, et ce que lui coûtent ses études. Si au fond, ce que ça lui rapporte est supérieur à ce que ça lui coûte, il a intérêt à faire des études, sinon il n'a pas intérêt à faire des études. Donc c'est ça le raisonnement de l'économie néoclassique sur ce sujet. Donc si on met en place des frais d'inscription, l'étudiant qui sait qu'il est doué ou qui sait au contraire qu'il n'est pas doué va choisir de rentrer ou de ne pas rentrer dans l'enseignement supérieur. S'il est doué, il va vraiment bénéficier de l'enseignement supérieur, il aura un très gros salaire. S'il n'est pas doué, il se dit à la fin, j'en tirerai pas un salaire plus élevé que si j'avais pas fait d'études, donc je ne vais pas faire d'études. Donc en gros, on délègue à l'étudiant le choix de s'auto-sélectionner. Donc ça, c'est une manière d'envisager les frais d'inscription. L'autre élément, c'est l'efficience plutôt productive. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez faire plus d'efforts si vous étudiez, si vous payez des frais d'inscription. Ce qui suppose d'ailleurs, inversement, que les polytechniciens ne doivent faire aucun effort puisqu'ils sont carrément payés, eux. Et également une efficience dynamique. Vous allez être obligé de vous adapter dans le temps aux changements. Les universités vont faire des efforts, mais des efforts aussi dans le temps d'adaptation. Alors tout ça ne tient. Alors tous ces éléments-là, d'ailleurs, là aussi pour l'anecdote, c'est ceux qui nous ont fait avec Hugo nous lancer dans des recherches sur l'enseignement supérieur, puisque le premier papier que j'ai lu en 2007-2008, après les réformes Pécresse, c'était justement un article de Robert Garibobo et d'Alain Tranois qui disait exactement ça. Et donc, j'avais commencé à lire des articles en me disant, mais franchement, que disent les économistes sur ce sujet qui est l'objet de réformes en ce moment? Et quand j'ai lu ça, le papier, évidemment, m'est tombé des mains. Je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Alors, on s'est amusé un petit peu avec ce papier et on a essayé de faire le même petit modèle, selon moi, n'ayant pas beaucoup d'intérêt. Mais on a dit simplement, peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule classe sociale, que les individus ne sont pas tous les mêmes. Imaginons qu'il y ait 2 classes sociales et qu'il y en ait une qui soit plutôt défavorisée et que le fait d'être défavorisé se caractérise par une capacité moindre d'évaluer ses propres capacités. Dans ces cas-là, forcément, vous avez décidé de ne pas rentrer dans l'enseignement supérieur et donc vos frais d'inscription auront éliminé tout un tas de personnes très méritantes, mais qui auraient mérité d'aller dans l'enseignement supérieur. Alors évidemment, ça faisait tomber tout l'argumentaire de leur article et on l'avait dans un premier temps envoyé exactement à la même revue, le Journal of European Economic Association, une revue très prestigieuse, qui nous a répondu, mais on n'est pas une revue de débat. Bon. Soit. À une époque, les revues d'économie étaient aussi une revue de débat, mais là, visiblement pas du tout. C'était pourtant un vrai article scientifique qui a été accepté dans une autre très bonne revue. Le lien est évidemment aussi contestable entre financement individualisé et effort. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on paye davantage qu'on est forcément plus efficace et qu'on fait plus d'efforts. Ça conduit à des effets de polarisation dont on peut redouter un certain nombre d'effets négatifs, à des dépenses de marketing, etc. Et donc je vous disais, au fond, que dans l'analyse, j'ai encore 5 minutes, c'est bon ? 4-5, alors je vais aller vite. Si les frais d'inscription ne sont ni efficaces pour récupérer des fonds, ni équitables, ni efficients, pourquoi est-ce qu'on les met en place? Et s'ils coûtent finalement plus cher même à l'État ou aussi cher à l'État que d'avoir une éducation publique, notre thèse, c'est que la seule explication qui tienne, c'est que les étudiants surendettés sortant sur le marché du travail sont obligés d'accepter gentiment ce qu'on leur demande de faire. Ça, c'est notre thèse à l'issue de l'ensemble de ces travaux et d'avoir tourné un peu tout dans tous les sens. Alors, je vais sauter quelques transparents pour arriver aux perspectives. Hop. Voilà. Alors, face à ce modèle qui est en train de se développer et d'aspirer un certain nombre de pays qu'on avait qualifiés de conservateurs vers le modèle libéral,
qui est un modèle qu'on pourrait qualifier d'éducation par capitalisation. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait envisager un modèle beaucoup plus émancipateur qui serait un modèle d'éducation par répartition. Les termes ne sont pas choisis au hasard. Alors, ce système d'éducation par répartition, ce serait un système d'éducation sans frais d'inscription, avec, d'une part, un volet service public, un financement public par l'impôt des universités et un volet protection sociale, donc financé par des cotisations sociales, une allocation universelle d'autonomie qui permettra aux étudiants de réaliser leurs études dans de bonnes conditions, voilà, et en échange d'une participation évidemment au financement de ce système lorsqu'ils sont dans la vie active. Alors, comment est-ce qu'on détermine ce système, ce volet public de l'enseignement supérieur? On considère qu'il y a un écart aujourd'hui de dépenses publiques, par exemple, entre les classes préparatoires et les licences, qui est de l'ordre de 5 000 € par étudiant et par an. Donc, imaginons qu'on rajoute 5 000 € par an et par étudiant pour chaque étudiant en licence. Il y a donc 5 milliards d'euros à financer dans ce cas. Je passe vite parce que là, j'ai pris trop de temps sur le début. Sur le volet protection sociale, on propose donc que l'allocation universelle d'autonomie soit accordée sans condition à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui sont dans l'enseignement supérieur, qui couvrirait l'ensemble de leurs dépenses courantes et qui ne dépendrait que du fait que l'étudiant habite ou pas chez ses parents. Le financement serait assuré par la solidarité intergénérationnelle à travers une nouvelle branche de la sécurité sociale. Donc l'idée est assez simple, hein, les générations qui travaillent paieraient à la fois pour la génération qui les précède, pour les retraites, et pour la génération qui les suive à travers donc, ce mécanisme d'allocation universelle d'autonomie, qui n'est pas un fantasme absolu, puisque c'est finalement ce qui existe d'une certaine manière au Danemark avec les 800 € de bourse que les étudiants reçoivent par an. Donc, la logique veut que, donc, si on compare ces deux systèmes, à gauche, vous avez le système d'éducation par capitalisation. Vous prenez un prêt à la banque, vous payez votre université, et puis une fois que vous travaillez, vous remboursez la banque. Dans l'autre cas, vous avez un système dans lequel vous avez une branche de la sécurité sociale et l'État. L'État finance les universités, la sécurité sociale finance les étudiants, l'allocation universelle d'autonomie, et ensuite chacun paye des cotisations sociales et des impôts pour financer le système. Alors, hop, je vais passer sur un certain nombre. Alors, après, on a un article pour développer que ce type de système serait plus équitable, plus efficient et capable, évidemment, de financer l'enseignement supérieur. On calcule un certain nombre le coût précis, la manière dont ça pourrait être financé. Donc, je vous passe tout ça, c'était un peu trop long. Tac, 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 tac. Voilà. Le montant, quand même pour vous donner une idée, le montant de cette allocation universelle d'autonomie serait de 1 000 € par étudiant et par mois pour les étudiants qui n'habitent pas chez leurs parents, 600 € sinon. Et ça, c'est un véritable choix de société, hein, puisque le coût de cette mesure, pas totalement délirant, mais il est quand même très important, il est de 19 milliards. Pour rappel, hein, le CICE, c'est 20 milliards, le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards. Donc, c'est des sommes qui ne sont pas non plus totalement délirantes quand on y réfléchit, mais c'est réellement un choix de société. Et ça pourrait, par exemple, se faire en montant le taux de cotisation de la branche de la sécurité sociale, de la branche famille, de 5,4 à 8,5. Ça donne un ordre de grandeur. Vous montez de 3 points le taux de cotisation patronale sur la branche famille et vous financez donc cette allocation universelle d'autonomie. Voilà. Et je vais arriver à la conclusion en vous disant que j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait une tendance lourde aujourd'hui de développement des logiques marchandes à l'université et notamment en France, qui passe d'abord et en premier lieu, et c'est pour ça que la résistance sur ce sujet est cruciale, par les frais d'inscription à l'université, que pourtant la mise en place de cette tarification des études ne permet ni d'accroître durablement les ressources des universités, ni de favoriser l'équité, ni même de rendre le système plus efficient.
Les expériences étrangères montrent que ça conduit surtout à un surendettement massif, sans réel impact positif sur les finances publiques ou pour l'éducation en général. Il y a probablement l'opportunité, même si aujourd'hui politiquement ça semble assez compliqué, d'envisager un autre modèle qui ne soit pas un modèle d'éducation par capitalisation, mais un modèle d'éducation par répartition. Je vous remercie.